Des minerais dont la teneur en nickel est inférieure à 1,65% et leur devenir. Alors, comment en est-on arrivé là ? C'est la question que je pose à notre invité, Philippe Blaise, président du mouvement républicain calédonien, le MRC, et l'un des responsables de l'Union pour la Calédonie dans la France, l'UCF. Philippe Blaise, bonjour. Bonjour Ali. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Le schéma minier élaboré en 2009 a été voté à l'unanimité. En 2015, il explose. Explication. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il faut bien voir qu'il y a des conditions de marché qui ont changé. Il faut savoir que la Chine, qui est devenue le plus gros consommateur de nickel et également le plus gros fondeur de nickel, aujourd'hui a vu sa production augmenter. Donc première chose, si on continue à exporter la même quantité, on perd des parts de marché en réalité. Ensuite, il y a, vous le savez, des cours qui sont extrêmement déprimés sur le nickel métal. Mais en même temps, ce qui est un paradoxe, comme l'Indonésie a fermé ses exportations de minerais bruts, eh bien, il y a un déficit de minerais dans le monde. Et la Chine a faim de minerais. Donc il y a des conditions aujourd'hui qui sont assez intéressantes pour les mineurs. C'est qu'on peut vendre le minerai de basse qualité, de basse teneur à l'extérieur et notamment en Chine, à des conditions très intéressantes pour la Calédonie. Alors que nos usines, que ce soit la SLN, KNS, Vale et l'usine offshore de Corée de la SMSP, elles sont en difficulté. Ensuite, et c'est le point le plus important, Ali, les exportateurs de latérite ont un client traditionnel en Calédonie qui est QNI, l'usine de Yabulu en Australie. Depuis 28 ans. Voilà. Et cette usine, aujourd'hui, elle a considérablement limité ses importations de latérite. On a perdu 50% des tonnages et on a de grosses craintes sur ses chances de survie. Donc, que disent les mineurs et les rouleurs? Ils disent, nous, on a besoin de sécuriser nos emplois, nos entreprises, on a besoin de trouver de nouveaux débouchés pour compenser les tonnages qu'on a perdus. Et surtout, si jamais QNI se casse la figure, avoir un marché de substitution, c'est pour ça qu'ils veulent exporter sur la Chine. Quelles sont les stratégies qui s'affrontent et qui défend quels intérêts aujourd'hui ? En fait, il y a d'un côté, si vous voulez, des gens qui, comme nous, les Républicains et aujourd'hui une majorité à l'Union calédonienne, disent ce qui est important, c'est quand même les emplois. Il y a des gens qui sont venus manifester, qui ont peur pour leur avenir, qui voient une baisse d'activité et qui veulent préserver leur outil de production et leurs emplois. Et de l'autre côté, on a des gens qui s'arc-boutent, qui sont très rigides. Vous avez le PALICA avec sa doctrine nickel et Calédonie ensemble, qui fait la politique du PALICA, qui disent « niet, pas question ». Position dogmatique, interdiction d'exporter sur la Chine, sauf pour le projet que la SMSP, André Dang, a avec Jinchuan. Donc nous, on considère que ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à des entreprises qui fonctionnent, qui donnent des emplois, qui payent de l'impôt en Calédonie, d'exporter de façon ponctuelle pour un tonnage, une teneur et un temps limité, alors qu'en face, tout ce qu'on a à leur opposer, c'est une doctrine. Et je voudrais aller plus loin. Quand on parle de la doctrine nickel, Ali, il y a deux choses. Il y a l'usine du Nord, qui est une très bonne chose pour la Calédonie, parce qu'on a fait une usine avec des emplois qualifiés, avec des investissements. Vous étiez pour ? Moi, j'ai toujours été pour l'usine du Nord. Je trouve que c'est un bon projet. C'est un projet ambitieux qui coûte très cher. On va dépasser les 7 milliards de dollars. On peut même arriver à 9 milliards de dollars. Si on répare tous les fours, soit 900 milliards, c'est colossal. Mais en tout cas, les emplois, la valeur ajoutée, elle est ici en Calédonie. Les impôts, plus tard, seront payés ici en Calédonie. Et puis, il y a cette fameuse usine offshore. Et là, je ne suis pas d'accord. L'usine offshore de Corée, on nous a vendu ça comme un projet mirifique qui allait générer des dividendes. La réalité, c'est pas ça du tout. Parce qu'aujourd'hui, avec les prix bas du nickel, eh bien, sachez que la mine, NMC, Nickel Mining Company, filiale de la SMSP, perd de l'argent. Elle a perdu à peu près 9 milliards ces 3 dernières années en exploitant le minerai qu'elle envoie à l'usine. Donc les bénéfices se font en Corée, l'emploi est créé en Corée, les impôts sont payés en Corée, et nous, ce qu'on rapatrie en Calédonie ne couvre pas les pertes que l'on a. Donc ce modèle offshore, aujourd'hui, aux conditions actuelles, il est perdant pour la Calédonie. Donc on ne peut pas arguer de ça et demander qu'on refasse la même chose en Chine pour s'opposer à ce que des entreprises qui marchent, qui donnent des emplois et qui payent des impôts se voient refuser des exportations pour une durée limitée sur la Chine. Est-ce qu'on peut parler de deux modèles économiques qui s'affrontent, un qui serait plus libéral que l'autre ? Alors, j'aime pas trop cette façon de dire les choses parce que moi, je considère pas défendre le modèle libéral ou ultralibéral contre un modèle public. Je considère que sans esprit partisan, sans dogme,
on défend les emplois des Calédoniens, quels qu'ils soient. Parce que tout le monde dit ça, Philippe Blaise. Tout le monde parle de défendre les intérêts des mineurs. Tout le monde veut que la Nouvelle-Calédonie touche que l'argent en retour revienne bien sur le territoire. Oui, mais quand vous regardez, ça c'est le discours, mais quand vous regardez la réalité, moi je sais qu'il y a d'un côté des entreprises qui publient leurs comptes, qui payent de l'impôt en Calédonie. Je sais ce qu'elles font. Vous voyez, la SLN par exemple, je connais ses comptes parce qu'ils sont publiés sur Internet. Mais le groupe SMSP, il a fallu aller chercher les comptes de la NMC au registre du commerce pour découvrir qu'ils faisaient des pertes. Et qui connaît aujourd'hui les comptes de l'usine de Corée? Vous les connaissez, vous? Personne ne les connaît. Aucun des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ne les connaît. Il y a quand même un problème. On nous oppose une doctrine nickel qui est occulte, avec des retombées qu'on ne connaît pas. Et même au sein du monde indépendantiste, à l'Union calédonienne, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est un rêve ou une aberration d'envisager aujourd'hui un plan mine pays? Ce ne serait pas une question de bon sens, en fait? Alors, on a 3 usines, on a des petits mineurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une stratégie pays? Ces grands principes, ils ont déjà été édictés dans le schéma minier de 2009, mais on peut empêcher, je dirais, les grandes erreurs, comme le fait de dilapider le patrimoine minier, mais après, on est dans une matière, l'économie, qui est une matière vivante. C'est-à-dire que si on n'a pas des opérateurs privés qui connaissent le marché, qui assument le risque industriel, qui amènent la compétence, on n'est pas opérant. Vous savez, par exemple, prenez la SLN. Demain, la SLN, vous la coupez du groupe Péramet. Vous en faites une usine pays qui n'a que ce marché-là. Elle n'a aucune chance de survie. Parce que tous les grands groupes industriels miniers du monde sont diversifiés, font plusieurs types de métaux pour justement surfer sur les variations des cours. Donc, on peut empêcher des erreurs stratégiques, mais il faut à un moment quand même faire confiance à l'initiative privée. Et je pense que l'intérêt des Calédoniens, c'est d'avoir un partenariat entre les intérêts de la Calédonie sous forme de participation minoritaire et de laisser à ceux qui connaissent le métier d'assumer les risques, d'amener les sommes colossales qu'il faut pour investir dans ces secteurs-là. Et là où on est gagnant, c'est quand on crée de l'emploi en Calédonie et quand on fait payer de l'impôt en Calédonie. C'est ça notre vraie richesse, notre vraie retombée. C'est pas d'être propriétaire des usines. Si vous êtes propriétaire d'une usine qui perd de l'argent, ça n'a aucun sens. Retour, si vous le voulez bien, Philippe Blaise, sur l'actu d'aujourd'hui et sans faire de jeu de mots bas de gamme, comment faire pour déminer ce dossier? Et autre question, quels sont ou quels seraient les scénarios de sortie de crise? Déjà, Ali, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé ce matin au gouvernement. Je pense que ça intéresse tous les Calédoniens. Je vous en prie, au contraire. Donc nous, on avait fait hier un communiqué pour dire qu'on demandait au gouvernement d'assumer ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une crise majeure pendant près de 3 semaines. On a vu Nouméa bloquer. Il y a eu un protocole de sortie de crise qui a été signé. Ce protocole, on le salue. Tout le monde est revenu dans le jeu du dialogue institutionnel. Et dans ce protocole qui a été signé sous le patronage de Daniel Goa, président de l'UC, et sous le patronage de l'État, de Vincent Bouvier, chacun s'est engagé à examiner de bonne foi les demandes. Donc il y a un calendrier qui a été fixé. Un rapport conjoint entre la direction des mines et le syndicat des exportateurs de minerais a été établi. Il a été présenté le 7 septembre au GTPS, qui est une instance politique, qui n'a pas voulu statuer, où chacun a donné ses positions. Et il était prévu qu'il soit examiné par le gouvernement le 11. Le gouvernement a reporté à aujourd'hui, à ce matin. Eh bien, le gouvernement n'a pas statué. C'est-à-dire que Philippe Germain s'est encore une fois opposé à ce que le gouvernement examine les demandes d'exportation vers la Chine. Et pour nous, clairement, c'est un déni de la signature qui a été portée sur ce protocole. Parce que ce protocole, chacun s'est engagé à examiner de bonne foi ces demandes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une partie des membres du gouvernement, les Républicains, notre membre du gouvernement, Isabelle Chamorro, pour l'UCF, et 2 élus de l'Union calédonienne ont été favorables à ce qu'on examine au gouvernement. Et puis en face, on a eu la majorité qui a élu Philippe Germain président, c'est-à-dire le CE, le PALICA, et Jean-Louis d'Angleberme, qui s'y sont opposés et qui ont demandé, en revanche, que ce soit le Congrès qui statue sur ces demandes d'exportation. Et ça veut dire que le gouvernement refuse d'assumer sa responsabilité. Donc voilà, on va aller au Congrès. Il y aura un débat. C'est pas une bonne idée d'aller au Congrès, Philippe Blaise? Moi, je trouve surprenant quand même que le gouvernement refuse d'exercer sa responsabilité et de prendre la décision à laquelle il s'était engagé. Ça veut dire quoi? C'est un gouvernement qui ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est un gouvernement où on a un président de gouvernement qui prend ses ordres auprès du chef de son parti et qui décide de rien faire. Donc tout ça, ce qui nous inquiète, si vous voulez, c'est qu'il y a des entreprises, il y a des emplois qui sont menacés.
Le temps de l'économie, c'est pas le temps de la politique. On ne peut pas attendre éternellement. Il faut prendre des décisions parce qu'il y a des emplois qui sont menacés. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose de vouloir enterrer les dossiers. Donc maintenant que le débat va aller au Congrès, nous, on fera en sorte que ce débat soit tranché rapidement parce que les employés, les rouleurs, les mineurs n'ont pas le luxe de jouer à ce jeu-là éternellement. Alors, si on vous entend bien, votre scénario préféré de sortie de crise, c'est d'autoriser l'exportation vers la Chine. Nous, depuis le début, on est favorable à ce qu'il y ait des exportations en tonnage, en teneur et en temps limité. Je dis la teneur parce qu'on parle de centaines de milliers de tonnes. Mais quand vous exportez des milliers de tonnes avec une certaine teneur, c'est pas la même chose que quand vous exportez avec une teneur moindre. Comme je disais, le marché mondial a augmenté, donc il ne faut pas qu'on perde des parts de marché. Et le minerai qu'on va exporter, c'est du minerai à faible teneur. C'est du minerai qui est considéré comme du déchet aujourd'hui dans l'exploitation minière classique. Donc non seulement on a des opportunités à saisir parce qu'il pourrait être valorisé en Chine, c'est le seul endroit où on peut le faire, au lieu d'être déversé dans les vallées. Donc c'est stupide de passer à côté de cette opportunité. Et ce qui est important dans l'examen de ce dossier, c'est quelle est la quantité de nickel métal contenue dans ces milliers de tonnes qui vont être envoyées à l'export. Donc nous, oui, on est favorable à ces demandes parce qu'on estime qu'elles ne remettent pas en question les grands principes du schéma minier de 2009, qu'elles ne portent pas préjudice à la situation concurrentielle de nos usines en Calédonie. Et vous voyez le paradoxe, Ali, c'est que ceux qui s'opposent à ces exportations limitées dans le temps, qui vous parlent de la doctrine nickel, sont ceux qui veulent faire construire en Chine une usine qui, elle, va être directement concurrente de l'usine du Nord, de la SLN et de Vale. C'est extraordinaire quand même. Une dernière question, Philippe. Maintenant, on va parler de votre parti. Comment se porte-t-il, le mouvement républicain calédonien ? Très bien. Et vous savez qu'on a eu un mauvais moment, le 16 juillet, puisqu'on a perdu des élus qui ont rejoint le groupe dit des Républicains au Congrès. Pourquoi vous n'y êtes pas, en fait ? D'abord, moi, personnellement, je ne suis pas adhérent à l'UMP ni aux Républicains parce que j'ai toujours revendiqué mon indépendance vis-à-vis du parti métropolitain. Je suis un politique local. Ensuite, nos partenaires du MPC, Galliano, Gilles Brial, Isabelle Chamorro et Eugène Ukewé, sont adhérents des Républicains au plan national, mais ont considéré que ce groupe qui était constitué au Congrès était en fait un faux-nez, un masque de plus pour le rassemblement, et qu'il y a des différences fondamentales qui nous séparent sur plein de choses, notamment la sortie de l'accord de Nouméa, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la proposition de troisième accord de Pierre Frogier, et puis également, de longue date, une revendication de plus de démocratie, de liberté de parole, de liberté d'analyse, d'esprit critique, que nous ne retrouverons pas aujourd'hui dans les rangs de ceux qui ont rejoint le groupe des Républicains. Voilà, on veut pouvoir continuer à faire de la politique librement et préserver, défendre au mieux les intérêts des Calédoniens qui veulent rester dans la République française. Je vous ai coupé, je vous demandais tout à l'heure comment se porte votre parti. La réponse ? Notre parti politique, il a toujours son noyau de fidèles. Les gens nous suivent. On a nos réunions régulières tous les mois. Et notre mission qu'on s'est fixée, c'est pas d'être un parti dominant. On n'est pas là pour faire concurrence. On est plus là, je dirais, comme une espèce de garde-fou. C'est-à-dire que si moi je me suis engagé en politique avec les gens qui sont à mes côtés, qui sont des gens de la société civile, c'est parce qu'on était inquiet de voir les dérives de certains leaders loyalistes qui disent qu'ils sont dans le camp de la France, mais qui en même temps vous parlent d'États associés, vous parlent de petites nations, en fait font le travail des indépendantistes à leur place. Donc ça, on n'en veut pas. Je pense que les Canadiens, ils ont besoin d'élire des gens en qui ils peuvent avoir confiance, qui font ce qu'ils disent, qui font le lendemain de l'élection la même chose que ce qu'ils ont dit la veille de l'élection. Philippe Blaise, merci. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement républicain calédonien, le MRC,